25e section des scènes de la vie privée, tome 1, La Vendetta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La Vendetta, par Honoré de Balzac, 25e section. Ce jour-là, Ginevra eut donc le bonheur de revenir à l'hôtel de son père en donnant le bras à Louis. Pour la seconde fois, le pauvre officier sortait de sa cachette. Les actives sollicitations que Ginevra faisait auprès du duc de Feltre, alors ministre de la guerre, avaient été couronnées d'un plein succès. Louis venait d'être réintégré sur le contrôle des officiers en disponibilité. C'était un bien grand pas vers un meilleur avenir. Instruit par son ami de toutes les difficultés qui l'attendaient auprès du baron, le jeune chef de bataillon n'osait avouer la crainte qu'il avait de ne pas lui plaire. Cet homme si courageux contre l'adversité, si brave sur un champ de bataille, tremblait en pensant à son entrée dans le salon des Piombo. Ginevra le sentit tressaillant, et cette émotion, dont le principe était leur bonheur, fut pour elle une nouvelle preuve d'amour. « Comme vous êtes pâle, » lui dit-elle quand ils arrivèrent à la porte de l'hôtel. « Oh, Ginevra, s'il ne s'agissait que de ma vie !» Quoique Bartholoméo fût prévenu par sa femme de la présentation officielle de celui que Ginevra aimait, il n'alla pas à sa rencontre, resta dans le fauteuil où il avait l'habitude d'être assis, et la sévérité de son front fut glaciale. « Mon père, dit Ginevra, je vous amène une personne que vous aurez sans doute plaisir à voir. Monsieur Louis, un soldat qui combattait à 4 pas de l'empereur, à Mont-Saint-Jean. » Le baron de Piombo se leva, jeta un regard furtif sur Louis, et lui dit d'une voix sardonique : « Monsieur n'est pas décoré ?» « Je ne porte plus la Légion d'honneur, » répondit timidement Louis, qui restait humblement debout. Ginevra, blessée de l'impolitesse de son père, avança une chaise. La réponse de l'officier satisfit le vieux serviteur de Napoléon. Madame Piombo, s'apercevant que les sourcils de son mari reprenaient leur position naturelle, dit pour ranimer la conversation : « La ressemblance de monsieur avec Nina Porta est étonnante. Ne trouvez-vous pas que monsieur a toute la physionomie des Porta ?»« Rien de plus naturel, » répondit le jeune homme, sur qui les yeux flamboyants de Piombo s'arrêtèrent. « Nina était ma sœur. »« Tu es Luigi Porta ?» demanda le vieillard. « Oui. » Bartholoméo di Piombo se leva, chancela, fut obligé de s'appuyer sur une chaise et regarda sa femme. Élisa Piombo vint à lui, puis les deux vieillards silencieux se donnèrent le bras et sortirent du salon en abandonnant leur fille avec une sorte d'horreur. Luigi Porta, stupéfait, regarda Ginevra, qui devint aussi blanche qu'une statue de marbre et resta les yeux fixes sur la porte vers laquelle son père et sa mère avaient disparu. Ce silence et cette retraite eurent quelque chose de si solennel que, pour la première fois peut-être, le sentiment de la crainte entra dans son cœur. Elle joignit ses mains l'une contre l'autre avec force, et dit d'une voix si émue qu'elle ne pouvait guère être entendue que par un amant : « Combien de malheurs dans un mot !»« Au nom de notre amour, qu'ai-je donc dit ?» demanda Luigi Porta. « Mon père, répondit-elle, ne m'a jamais parlé de notre déplorable histoire, et j'étais trop jeune quand j'ai quitté la Corse pour la savoir. » « Nous serions en vendetta ?» demanda Luigi en tremblant. « Oui. En questionnant ma mère, j'ai appris que les Porta avaient tué mes frères et brûlé notre maison. Mon père a massacré toute votre famille. Comment avez-vous survécu, vous qu'il croyait avoir attaché aux colonnes d'un lit avant de mettre le feu à la maison ?»« Je ne sais, » répondit Luigi. « À 6 ans, j'ai été amené à Gênes chez un vieillard nommé Colonna. Aucun détail sur ma famille ne m'a été donné. Je savais seulement que j'étais orphelin et sans fortune. Ce Colonna me servait de père, et j'ai porté son nom jusqu'au jour où je suis entré au service. Comme il m'a fallu des actes pour prouver qui j'étais, le vieux Colonna m'a dit alors que moi, faible et presque enfant encore, j'avais des ennemis. Il m'a engagé à ne prendre que le nom de Luigi pour leur échapper. « Partez, partez, Luigi !» s'écria Ginevra. « Mais non, je dois vous accompagner. Tant que vous êtes dans la maison de mon père, vous n'avez rien à craindre. Aussitôt que vous en sortirez,
Prenez bien garde à vous. Vous marcherez de danger en danger. Mon père a 2 Corses à son service, et si ce n'est pas lui qui menacera vos jours, c'est eux. Ginevra, dit-il, cette haine existera-t-elle donc entre nous? La jeune fille sourit tristement et baissa la tête. Elle la releva bientôt avec une sorte de fierté et dit: Oh, Luigi, il faut que nos sentiments soient bien purs et bien sincères pour que j'aie la force de marcher dans la voie où je vais entrer. Mais il s'agit d'un bonheur qui doit durer toute la vie, n'est-ce pas? Luigi ne répondit que par un sourire et pressa la main de Ginevra. La jeune fille comprit qu'un véritable amour pouvait seul dédaigner en ce moment les protestations vulgaires. L'expression calme et consciencieuse des sentiments de Luigi annonçait en quelque sorte leur force et leur durée. La destinée de ces 2 époux fut alors accomplie. Ginevra entrevit de bien cruels combats à soutenir, mais l'idée d'abandonner Louis, idée qui peut-être avait flotté dans son âme, s'évanouit complètement. À lui pour toujours, elle l'entraîna tout à coup avec une sorte d'énergie hors de l'hôtel et ne le quitta qu'au moment où il atteignit la maison dans laquelle Servin lui avait loué un modeste logement. Quand elle revint chez son père, elle avait pris cette espèce de sérénité que donne une résolution forte. Aucune altération dans ses manières ne peignit d'inquiétude. Elle leva sur son père et sa mère, qu'elle trouva prêts à se mettre à table, des yeux dénués de hardiesse et pleins de douceur. Elle vit que sa vieille mère avait pleuré, la rougeur de ses paupières flétrie ébranla un moment son cœur, mais elle cacha son émotion. Piombo semblait être en proie à une douleur trop violente, trop concentrée pour qu'il pût la trahir par des expressions ordinaires. Les gens servirent le dîner, auquel personne ne toucha. L'horreur de la nourriture est un des symptômes qui trahissent les grandes crises de l'âme. Tous 3 se levèrent sans qu'aucun d'eux se fût adressé la parole. Quand Ginevra fut placée entre son père et sa mère dans leur grand salon, sombre et solennel, Piombo voulut parler, mais il ne trouva pas de voix. Il essaya de marcher et ne trouva pas de force. Il revint s'asseoir et sonna. Jean, dit-il enfin au domestique, allumez du feu, j'ai froid. Ginevra tressaillit et regarda son père avec anxiété. Le combat qu'il se livrait devait être horrible, sa figure était bouleversée. Ginevra connaissait l'étendue du péril qui la menaçait, mais elle ne tremblait pas, tandis que les regards furtifs que Bartholoméo jetait sur sa fille semblaient annoncer qu'il craignait en ce moment le caractère dont la violence était son propre ouvrage. Entre eux, tout devait être extrême. Aussi la certitude du changement qui pouvait s'opérer dans les sentiments du père et de la fille animait-elle le visage de la baronne d'une expression de terreur. Ginevra, vous aimez l'ennemi de votre famille, dit enfin Piombo, sans oser regarder sa fille. Cela est vrai, répondit-elle. Il faut choisir entre lui et nous. Notre vendetta fait partie de nous-mêmes. Qui n'épouse pas ma vengeance n'est pas de ma famille. Mon choix est fait, répondit Ginevra d'une voix calme. La tranquillité de sa fille trompa Bartholoméo. Oh, ma chère fille, s'écria le vieillard, qui montra ses paupières humectées par des larmes, les premières et les seules qu'il répandit dans sa vie. Je serai sa femme, dit brusquement Ginevra. Bartholoméo eut comme un éblouissement, mais il recouvra son sang-froid et répliqua: Ce mariage ne se fera pas de mon vivant. Je n'y consentirai jamais. Ginevra garda le silence. Mais, dit le baron en continuant, songes-tu que Luigi est le fils de celui qui a tué tes frères? Il avait 6 ans au moment où le crime a été commis. Il doit en être innocent, répondit-elle. Un Porta? S'écria Bartholoméo. Mais ai-je jamais pu partager cette haine? Dit vivement la jeune fille. M'avez-vous élevé dans cette croyance qu'un Porta était un monstre? Pouvais-je penser qu'il restât un seul de ceux que vous aviez tués? N'est-il pas naturel que vous fassiez céder votre vendetta à mes sentiments? Un Porta, dit Piombo. Si son père t'avait jadis trouvé dans ton lit, tu ne vivrais pas. Il t'aurait donné 100 fois la mort. Cela se peut, répondit-elle, mais son fils m'a donné plus que la vie. Voir Luigi, c'est un bonheur sans lequel je ne saurais vivre. Luigi m'a révélé le monde des sentiments. J'ai peut-être aperçu des figures plus belles encore que la sienne, mais aucune ne m'a autant charmé.
j'ai peut-être entendu des voix. Non, non, jamais de plus mélodieuses. Luigi m'aime, il sera mon mari. Jamais, dit Piombo. J'aimerais mieux te voir dans ton cercueil, Ginevra. Le vieux Corse se leva, se mit à parcourir à grands pas le salon et laissa échapper ces paroles, après des pauses qui peignaient toute son agitation. Vous croyez peut-être faire plier ma volonté? Détrompez-vous. Je ne veux pas qu'un Porta soit mon gendre. Telle est ma sentence. Qu'il ne soit plus question de ceci entre nous. Je suis Bartolomeo di Piombo, entendez-vous, Ginevra? Attachez-vous quelque sens mystérieux à ces paroles? Demanda-t-elle froidement. Elles signifient que j'ai un poignard, et que je ne crains pas la justice des hommes. Nous autres Corses, nous allons nous expliquer avec Dieu. Eh bien, dit la fille en se levant, je suis Ginevra di Piombo, et je déclare que dans 6 mois je serai la femme de Luigi Porta. Vous êtes un tyran, mon père, ajouta-t-elle, après une pause effrayante. Bartholoméo serra ses poings et frappa sur le marbre de la cheminée. Ah, nous sommes à Paris, dit-il en murmurant. Il se tut, se croisa les bras, pencha la tête sur sa poitrine et ne prononça plus une seule parole pendant toute la soirée. Après avoir exprimé sa volonté, la jeune fille affecta un sang-froid incroyable. Elle se mit au piano, chanta, joua des morceaux ravissants avec une grâce et un sentiment qui annonçaient une parfaite liberté d'esprit, triomphant ainsi de son père, dont le front ne paraissait pas s'adoucir. Le vieillard ressentit cruellement cette tacite injure, et recueillit en ce moment un des fruits amers de l'éducation qu'il avait donnée à sa fille. Le respect est une barrière qui protège autant un père et une mère que les enfants, en évitant à ceux-là des chagrins, à ceux-ci des remords. Le lendemain, Ginevra, qui voulut sortir à l'heure où elle avait coutume de se rendre à l'atelier, trouva la porte de l'hôtel fermée pour elle. Mais elle eut bientôt inventé un moyen d'instruire Luigi Porta des sévérités paternelles. Une femme de chambre qui ne savait pas lire fit parvenir au jeune officier la lettre que lui écrivit Ginevra. Pendant 5 jours, les 2 amants surent correspondre grâce à ces ruses qu'on sait toujours machiner à 20 ans. Le père et la fille se parlaient rarement, tous deux gardant au fond du cœur un principe de haine. Ils souffraient, mais orgueilleusement et en silence. En reconnaissant combien étaient forts les liens d'amour qui les attachaient l'un à l'autre, ils essayaient de les briser, sans pouvoir y parvenir. Nulle pensée douce ne venait plus comme autrefois égayer les traits sévères de Bartholoméo quand il contemplait sa Ginevra. La jeune fille avait quelque chose de farouche en regardant son père, et le reproche siégeait sur son front d'innocence. Elle se livrait bien à d'heureuses pensées, mais parfois des remords semblaient ternir ses yeux. Il n'était même pas difficile de deviner qu'elle ne pourrait jamais jouir tranquillement d'une félicité qui faisait le malheur de ses parents. Chez Bartholoméo, comme chez sa fille, toutes les irrésolutions causées par la bonté native de leurs âmes devaient néanmoins échouer devant leur fierté, devant la rancune particulière aux Corses. Ils s'encourageaient l'un et l'autre dans leur colère et fermaient les yeux sur l'avenir. Peut-être aussi se flattaient-ils mutuellement que l'un céderait à l'autre. Le jour de la naissance de Ginevra, sa mère, désespérée de cette désunion qui prenait un caractère grave, médita de réconcilier le père et la fille grâce au souvenir de cet anniversaire. Ils étaient réunis tous 3 dans la chambre de Bartholoméo. Ginevra devina l'intention de sa mère à l'hésitation peinte sur son visage et sourit tristement. En ce moment, un domestique annonça 2 notaires accompagnés de plusieurs témoins qui entrèrent. Bartholoméo regarda fixement ces hommes dont les figures froidement compassées avaient quelque chose de blessant pour des âmes aussi passionnées que l'étaient celles des 3 principaux acteurs de cette scène. Le vieillard se tourna vers sa fille d'un air inquiet. Il vit sur son visage un sourire de triomphe qui lui fit soupçonner quelque catastrophe, mais il affecta de garder, à la manière des sauvages, une immobilité mensongère en regardant les 2 notaires avec une sorte de curiosité calme. Les étrangers s'assirent après y avoir été invités par un geste du vieillard. « Monsieur est sans doute monsieur le baron de Piombo ?» demanda le plus âgé des notaires. Bartholoméo s'inclina. Le notaire fit un léger mouvement de tête,
regarda la jeune fille avec la sournoise expression d'un garde du commerce qui surprend un débiteur, et il tira sa tabatière, l'ouvrit, y prit une pincée de tabac, se mit à la humer à petits coups en cherchant les premières phrases de son discours. Puis en les prononçant, il fit des repos continuels. Monsieur, dit-il, je suis monsieur Roguin, notaire de mademoiselle votre fille, et nous venons, mon collègue et moi, pour accomplir le vœu de la loi et mettre un terme aux divisions qui paraîtraient s'être introduites entre vous et mademoiselle votre fille, au sujet de son mariage avec monsieur Luigi Porta. Cette phrase, assez pédantesquement débitée, parut probablement trop belle à maître Roguin pour qu'on pût la comprendre d'un seul coup. Il s'arrêta en regardant Bartholoméo avec une expression particulière aux gens d'affaires et qui tient le milieu entre la servilité et la familiarité. Habitués à feindre beaucoup d'intérêt pour les personnes auxquelles ils parlent, les notaires finissent par faire contracter à leur figure une grimace qu'ils revêtent et quittent comme leur pallium officiel. Ce masque de bienveillance, dont le mécanisme est si facile à saisir, irrita tellement Bartholoméo qu'il lui fallut rappeler toute sa raison pour ne pas jeter monsieur Roguin par les fenêtres. Une expression de colère se glissa dans ses rides, et en la voyant, le notaire se dit en lui-même « Je produis de l'effet ». Mais, reprit-il d'une voix mielleuse, monsieur le baron, dans ces sortes d'occasions, notre ministère commence toujours par être essentiellement conciliateur. Daignez donc avoir la bonté de m'entendre. Il est évident que mademoiselle Ginevra Piombo atteint aujourd'hui même l'âge auquel il suffit de faire des actes respectueux pour qu'il soit passé outre à la célébration d'un mariage, malgré le défaut de consentement des parents. Or, il est d'usage dans les familles qui jouissent d'une certaine considération, qui appartiennent à la société, qui conservent quelque dignité, auxquelles il importe enfin de ne pas donner au public le secret de leur division, et qui d'ailleurs ne veulent pas se nuire à elles-mêmes en frappant de réprobation l'avenir de deux jeunes époux, car c'est se nuire à soi-même. Il est d'usage, dis-je, parmi ces familles honorables, de ne pas laisser subsister des actes semblables, qui restent, qui sont des monuments d'une division qui finit par cesser. Du moment, monsieur, où une jeune personne a recours aux actes respectueux, elle annonce une intention trop décidée pour qu'un père et une mère, ajouta-t-il en se tournant vers la baronne, puissent espérer de lui voir suivre leurs avis. La résistance paternelle étant alors nulle, par ce fait d'abord, puis étant infirmée par la loi, il est constant que tout homme sage, après avoir fait une dernière remontrance à son enfant, lui donne la liberté de... Monsieur Roguin s'arrêta en s'apercevant qu'il pouvait parler 2 heures ainsi, sans obtenir de réponse, et il éprouva d'ailleurs une émotion particulière à l'aspect de l'homme qu'il essayait de convertir. Il s'était fait une révolution extraordinaire sur le visage de Bartholoméo. Toutes ses rides contractées lui donnaient un air de cruauté indéfinissable, et il jetait sur le notaire un regard de tigre. La baronne demeurait muette et passive. Ginevra, calme et résolue, attendait. Elle savait que la voix du notaire était plus puissante que la sienne, et alors elle semblait s'être décidée à garder le silence. Au moment où Roguin se tut, cette scène devint si effrayante que les témoins étrangers tremblèrent. Jamais peut-être ils n'avaient été frappés par un semblable silence. Les notaires se regardèrent comme pour se consulter, se levèrent et allèrent ensemble à la croisée. « As-tu jamais rencontré des clients fabriqués comme cela » demanda Roguin à son confrère. « Il n'y a rien à en tirer, » répondit le plus jeune.
À ta place, moi, je m'en tiendrais à la lecture de mon acte. Le vieux ne me paraît pas amusant, il est colère, et tu ne gagneras rien à vouloir discuter avec lui. Monsieur Roguin lut un papier timbré contenant un procès-verbal rédigé à l'avance et demanda froidement à Bartholoméo quelle était sa réponse. Il y a donc en France des lois qui détruisent le pouvoir paternel? Demanda le Corse. Monsieur, dit Roguin de sa voix mielleuse, qui arrache une fille à son père? Monsieur, qui prive un vieillard de sa dernière consolation? Monsieur, votre fille ne vous appartient que... qui le tue? Monsieur, permettez. Rien n'est plus affreux que le sang-froid et les raisonnements exacts d'un notaire au milieu des scènes passionnées où ils ont coutume d'intervenir. Les figures que Piombo voyait lui semblèrent échapper de l'enfer. Sa rage froide et concentrée ne connut plus de bornes, au moment où la voix calme et presque flûtée de son petit antagoniste prononça ce fatal « Permettez ?» Il sauta sur un long poignard suspendu par un clou au-dessus de sa cheminée et s'élança sur sa fille. Le plus jeune des deux notaires et l'un des témoins se jetèrent entre lui et Ginevra, mais Bartholoméo renversa brutalement les deux conciliateurs en leur montrant une figure en feu et des yeux flamboyants qui paraissaient plus terribles que ne l'était la clarté du poignard. Quand Ginevra se vit en présence de son père, elle le regarda fixement, d'un air de triomphe, s'avança lentement vers lui et s'agenouilla. « Non, non, je ne saurais, dit-il en lançant si violemment son arme qu'elle alla s'enfoncer dans la boiserie. « Eh bien, grâce, grâce, dit-elle, vous hésitez à me donner la mort, et vous me refusez la vie? Oh, mon père, jamais je ne vous ai tant aimé, accordez-moi Luigi. Je vous demande votre consentement à genoux. Une fille peut s'humilier devant son père. Mon Luigi, ou je meurs. » L'irritation violente qui la suffoquait l'empêcha de continuer. Elle ne trouvait plus de voix, ses efforts convulsifs disaient assez qu'elle était entre la vie et la mort. Bartholoméo repoussa durement sa fille. « Fuis, dit-il. La Luigi Porta ne saurait être une Piombo. Je n'ai plus de fille. Je n'ai pas la force de te maudire, mais je t'abandonne. Et tu n'as plus de père. Ma Ginevra Piombo est enterrée là, s'écria-t-il d'un son de voix profond en se pressant fortement le cœur. Sors donc, malheureuse, ajouta-t-il après un moment de silence. Sors et ne reparais plus devant moi. Puis il prit Ginevra par le bras et la conduisit silencieusement hors de la maison. Fin de la 25e section.